Des trains dans la guerre, documentaire réalisé par Lucas Manget et Emmanuel Carrère, des trains dans lesquels, vous venez de le voir, des familles fuient les zones de combat, des épouses rejoignent des maris devenus soldats, des enfants retrouvent leur mère, des hommes rallient la ligne de front, tandis que d'autres en reviennent. Bientôt 4 ans après la guerre déclenchée par la Russie, à quelle paix aspirent désormais les Ukrainiens? Après ce film, nous allons maintenant poser la question à la politologue Alexandra Goujon, présente aujourd'hui avec nous sur ce plateau de Débat Doc. Bienvenue à vous, Alexandra Goujon. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, spécialiste de l'Europe orientale et auteur de L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre, publié chez Cavalier Bleu. Ce film que nous avons vu ensemble, ce documentaire date maintenant d'un peu plus d'un an. Il dépeint une forme de quotidien pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans notre échange. Au printemps 2022, l'Institut Gallup sondait les Ukrainiens et 2 tiers d'entre eux disaient qu'ils étaient prêts à mener cette guerre, je cite, pour obtenir la victoire jusqu'au bout. Où en est-on aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que les Ukrainiens aspirent aujourd'hui majoritairement à la paix? Oui, Oui. Ils aspirent à la paix, bien sûr. La question, c'est la paix à quel prix? La paix à quel prix? Ils ont déjà payé un prix immense, déplacement de population, morts. Il y a des funérailles aujourd'hui dans toutes les villes du pays, quasi quotidiennement. Certains ont perdu leur maison. Vous parlez de déplacement de population, 10 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur du pays. 4 millions d'entre eux ont quitté le pays. C'est effectivement considérable à l'échelle de ce pays. Tout à fait, c'est considérable, mais en fait, ce sont des personnes qui sont parties... enfin, il y en avait beaucoup plus qui sont partis, je dirais à peu près 6 millions, donc certains sont revenus. Et surtout, il y a ce phénomène qu'on appelle des déplacés internes, c'est-à-dire des personnes qui étaient dans des territoires proches de la ligne de front et qui maintenant habitent dans des villes qui restent quand même des villes dangereuses pour certaines, puisqu'on le voit, les bombardements parfois touchent également des villes de l'ouest de l'Ukraine. La paix à quel prix? C'était la question que vous vous posiez et qu'on se pose tous en réalité en ce moment. Qu'est-ce qui est acceptable aujourd'hui aux yeux des Ukrainiens? On va juste revoir une carte de l'Ukraine qui est un état des lieux de la situation sur le terrain avec ses 20% en mauve de territoires détenus aujourd'hui par la Russie. Puis nous avons mis en exergue sur cette carte la ville de Pokrov où se déroulent des combats rue par rue sur cette fameuse ligne de front depuis maintenant plusieurs semaines. 20% de ce territoire est donc occupé par les Russes. Ce sont les fameux 4 oblasts qui ont en 2022 été annexés par les Russes via des référendums sans doute contestables d'ailleurs de par leur forme. Enfin, les faits sont là. Concernant ces territoires, ils seraient prêts à les céder tout bonnement aux Russes dans le cadre d'un accord de paix ou ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là? Alors justement, vous parliez de sondages, c'est très intéressant puisqu'aujourd'hui on a des sondages aussi sur la question des concessions territoriales. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que cette guerre n'est pas une question de territoire. Premièrement, parce que d'abord, sur ces territoires, il y a des populations. Ce ne sont pas des territoires vides et des populations aujourd'hui qui subissent une russification, dans lesquelles il y a aussi des exactions. Et donc il y a cette préoccupation de libérer des territoires pour pouvoir faire en sorte que la population vive dans les conditions du régime politique ukrainien, qui est un régime démocratique, même si c'est une démocratie imparfaite. Ce n'est pas qu'une question de territoire. Mais si on pose la question des territoires, les Ukrainiens sont prêts aujourd'hui, j'allais dire, à ce qu'il y ait une sorte de gel de la ligne de front, un cessez-le-feu, avec ce qui s'appelle des territoires temporairement occupés. C'est d'ailleurs la dénomination aujourd'hui dans la législation ukrainienne, temporairement occupés. Or, aujourd'hui, on le sait, le problème, c'est que la Russie demande une reconnaissance internationale. On y met aussi la Crimée, annexée en 2014. Oui, temporairement pour les Ukrainiens. C'est ça. Mais surtout, en fait, ce qui compte pour les Ukrainiens, c'est la souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'est que l'État ukrainien, qu'il soit temporairement occupé, j'allais dire, par rapport aux frontières de 91, c'est que cet État ukrainien puisse décider pour lui-même. Ce qui aujourd'hui est un vrai problème, puisque le plan dont on a discuté ces derniers jours en 28 points, en fait, limite la souveraineté ukrainienne. Elle la limite, j'allais dire,
pas simplement du point de vue du territoire, elle la limite du point de vue des forces armées, elle la limite du point de vue de la politique étrangère, c'est-à-dire l'Ukraine ne serait plus habilitée à choisir ses alliances. Et elle la limite aussi parce qu'en fait, dans ce plan de paix, on dirait qu'il faudrait définir des élections prochainement. Et Poutine disait il n'y a pas très longtemps, de toute façon, Zelensky est illégitime. Donc en fait, vraiment l'objectif de la Russie, c'est de mettre la main sur l'Ukraine. Et pour les Ukrainiens, la domination russe, la vassalisation en fait par la Russie du pays n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Vous faisiez référence à ce plan de paix en 28 points. Il a été présenté le 20 novembre dernier. Le lendemain, Volodymyr Zelensky s'adressait à sa population. Et dans cette adresse à la nation, il y avait ces termes utilisés par le président ukrainien, je les cite, « L'Ukraine pourrait se retrouver face à un choix très difficile, soit perdre sa dignité, soit risquer de perdre un partenaire clé, autrement dit, les États-Unis. » Comment a été perçue cette allocution par les Ukrainiens et comment faut-il entendre ce qu'a dit Zelensky le 21 novembre dernier ? Alors, juste avant, Zelensky parle de moment historique. C'est ça qui a en fait un peu bousculé les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens, le mot dignité, c'est une sorte de mot sacré. Vous savez, la révolution de Maïdan de 2013-2014, on l'appelle la révolution de la dignité. C'est aussi la révolution de l'état de droit, de la démocratie, des valeurs en fait. Et Zelensky, d'ailleurs, ce jour-là, c'était une journée nationale de commémoration de la journée qu'on appelle de la dignité et de la liberté. Absolument. Donc, ce sont deux choses pour lesquelles aujourd'hui les Ukrainiens combattent. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais que ce n'était pas qu'une question de territoire, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire nous ne voulons pas de la domination russe, mais nous ne voulons pas non plus être un régime politique autoritaire. Nous défendons dans ce combat nos valeurs et la liberté d'être un peuple qui décide. Vous parlez d'une allocution historique, parce qu'en réalité, Volodymyr Zelensky dit peut-être à son peuple, il va falloir faire un choix. Effectivement, on a pu penser qu'il y avait l'idée de vouloir dire aux Ukrainiens il va falloir faire des compromis. Il va falloir faire des compromis. Et c'est peu comme ça qu'on l'entend. Tout à fait. Et en même temps, aujourd'hui, il y a cette confiance de la part de la population ukrainienne, aujourd'hui, sur l'idée que Zelensky défend les intérêts de l'État ukrainien. Et d'ailleurs, j'allais dire, on parle beaucoup de Zelensky en tant que personne, mais pour les Ukrainiens aujourd'hui, ce qui compte, c'est le chef de l'État. Voilà. On en revient à cette question. L'État, la souveraineté. Il faut bien se rendre compte qu'en 2022, les Ukrainiens ont eu peur de perdre leur État. Et pour eux, de l'avoir conservé, c'est un moment... c'est déjà quelque chose, c'est déjà une petite victoire. La perspective d'une adhésion future, à long terme peut-être, à l'OTAN ou à l'Union européenne, est-ce que cela, dans l'esprit des Ukrainiens, doit figurer dans les conditions de paix qui seront mises sur la table ? C'est l'autre aspect. On a parlé des concessions territoriales, de la souveraineté. L'autre point qui est important, ce sont les garanties de sécurité. C'est ce que martèle sans cesse, j'allais dire Zelensky, mais aussi les alliés européens. Et la garantie de sécurité maximale, c'est l'adhésion à l'OTAN. Et c'est très clair parce qu'en Ukraine, la question de l'adhésion à l'OTAN, elle recevait opinion favorable, c'était peut-être 30% avant 2014. Aujourd'hui, on est à plus de 80%. C'est-à-dire les Ukrainiens ont bien compris que s'ils avaient été dans l'OTAN, peut-être qu'ils n'auraient pas été attaqués par la Russie. Donc, bien sûr que c'est ce que veulent les Ukrainiens. En même temps, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus parmi les États membres de l'OTAN pour accueillir l'Ukraine. Donc, c'est pour cette raison qu'on a discuté de la coalition des volontaires et que, notamment, pour laquelle, j'allais dire, la France fait... Coalition des volontaires, 26 pays au total, avec notamment l'Angleterre, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Les Ukrainiens, aujourd'hui, font-ils confiance à Volodymyr Zelensky pour mener à bien ces négociations ? A-t-il la pleine confiance de son peuple aujourd'hui ? Je crois que c'est un enjeu très important par rapport, d'ailleurs, y compris à votre première question. À quoi les Ukrainiens aspirent, à quel type de paix ils aspirent. Ouais. C'est très intéressant parce que c'est Zelensky, son entourage, qui négocie,
mais en arrière-fond, il y a la société ukrainienne. Et Zelensky sait très bien qu'en fait, il ne peut pas tout faire. Et quand il fait ses adresses, dont je rappelle qu'elles sont quotidiennes à la population, c'est pour les tenir informés, mais aussi pour voir la réaction de l'opinion publique. Il est très attentif. Vous parliez de sondages, il y a des sondages Que disent-ils, réguliers. ces sondages ? La confiance aujourd'hui à Zelensky, popularité, de confiance. La confiance aujourd'hui, oui. Zelensky, c'est à peu près 60%. Oui. Ça varie assez peu, j'allais dire, depuis déjà 2-3 ans. On sait qu'après le 24 février, ça a été autour de 90. Ça a décliné, mais ça reste quand même tout à fait honorable pour ce pays en guerre. Et justement, sa popularité dépend de ce qu'il défend. Donc ça reste l'homme de la situation, oui, pour mener à bien ces négociations aux yeux de la majorité des Ukrainiens. L'affaire de corruption qui touche depuis plusieurs semaines maintenant un certain nombre de personnalités qui lui sont très proches à Volodymyr Zelensky, porte-t-elle fortement atteinte à sa popularité, voire sa légitimité ? Pas vraiment, en fait. Faut savoir que le numéro 2, donc, qui a démissionné suite à ce scandale de corruption... Andriy Yermak. Tout à fait. Il était côté de Zelensky depuis 2020. Et il a été critiqué assez rapidement à partir de 2022, justement en raison d'une volonté de concentrer le pouvoir. Il avait un pouvoir d'influence sur la nomination des ministres. Et donc les journalistes d'investigation, les médias, les opposants aussi politiques parlaient souvent de cette, de cette concentration du pouvoir entre les mains du chef de l'administration présidentielle. Puis il y a eu cette histoire de corruption. Et sa démission, acceptée par Zelensky, a été plutôt vue comme quelque chose de positif, dans le fait de dire, eh bien, le pouvoir ne va plus être concentré et on va pouvoir faire appel à d'autres personnalités pour négocier. Et surtout, ça a mis en avant le rôle crucial des organismes de lutte contre la corruption qui avaient été mis en place en 2014 et qui, du coup, n'étaient plus sujets à des pressions politiques. Donc en fait, il y a même un journaliste qui a parlé de révolution démocratique avec ce scandale de corruption, parce que certes, ça monte la corruption, mais au moins, il y a des personnalités politiques importantes qui ne sont pas épargnées. L'opposition politique, vous en avez dit un mot, ça veut dire qu'elle existe. Pour autant, est-ce que les Ukrainiens sont demandeurs de nouvelles élections, alors que la loi martiale est toujours à l'ordre du jour en Ukraine ? Tout à fait. Alors, la loi martiale est à l'ordre du jour. Je rappellerai qu'elle est à l'ordre du jour pour un certain nombre de mois. Donc elle est renouvelée. Ça veut dire qu'on se laisse la possibilité aussi qu'il n'y ait plus de loi martiale ou éventuellement de la modifier. Par contre, ça fait déjà, je ne sais pas, presque deux ans, voire plus, qu'il y a un consensus dans la société, et y compris l'opposition, pour ne pas organiser d'élections tant qu'il y a des combats. Plusieurs questions techniques se posent, mais on en a déjà parlé. Les réfugiés qui ne sont pas là, comment les faire voter, les soldats sur la ligne de front, faire en sorte que des gens se rendent dans des bureaux de vote, alors qu'on sait aujourd'hui que toute réunion publique pose des questions en termes de sécurité. L'opposition, elle existe justement à propos de ce scandale de corruption, elle appelait à une réaction de Zelensky. Elle est très vive au Parlement, mais il y a une unité pour dire que, bien évidemment, l'ennemi numéro 1, c'est la Russie. On va boucler la boucle avec le film que nous avons vu ensemble. Les trains ont toujours la même utilité, la même fonction aujourd'hui en Ukraine, ce lien social qu'on a vu dans ce film. C'est indispensable aujourd'hui, les trains, pour que la vie continue pleinement derrière le front. Tout à fait. Les trains, c'est vraiment un lieu en fait qui permet aussi aux personnes d'échanger, aux personnes déplacées de se rendre, d'aller voir leur famille. Ça permet aussi aux Ukrainiens de circuler entre le pays et l'extérieur. Alors principalement bien sûr les femmes et les enfants, puisque les hommes de 18 à 60 ans ne peuvent pas sortir du pays. Et en fait, pour ceux qui circulent, j'allais dire comme les journalistes étrangers qui se rendent aujourd'hui en Ukraine, tout le monde utilise le train, puisque c'est le seul moyen de locomotion aujourd'hui pour se rendre en Ukraine. Et ces trains, d'ailleurs, entre l'Ukraine, la Pologne ou d'autres pays européens, sont toujours pleins dans les deux sens. Un grand merci à vous, Alexandra Goujon. Merci aussi à Thibaut Brosset-Ekel qui m'a aidé aujourd'hui à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #Débat-Doc. Et je vous retrouverai pour un prochain Débat-Doc. Même place, même heure, et bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.